Bonjour à tous. Alors, pour reprendre le premier cours que je vous avais donné sur cette histoire politique de la Première Guerre mondiale, il faut bien que vous compreniez que l'assassinat de François Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, est une étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Or, c'est un peu étonnant, puisque ça ne concerne ni le Royaume-Uni, ni la France, ni même l'Italie ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est le jeu de toutes les alliances qui se sont construites à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui a créé ce déclenchement d'une guerre mondiale. Ces systèmes d'alliance donc sont la triple alliance et la triple entente. Un conseil, dans vos notes, vous pouvez écrire la triple entente, un 3 et un E majuscule, et la triple alliance, un 3 et un A majuscule. C'est ce genre de petites abréviations qui peuvent vous aider à écrire plus vite en prise de notes. Donc non seulement les différents pays européens sont en concurrence, mais en plus les alliances constituent véritablement différentes forces hostiles dans l'Europe. Vous avez donc, au milieu de ces différentes alliances, vous avez aussi beaucoup de concurrence économique et de convoitise territoriale. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 3 empires, 4 empires si on compte l'Empire ottoman, 4 empires en Europe jusqu'à l'Empire ottoman. Et le principe d'un empire, je vous l'ai déjà dit, c'est d'abord une volonté de conquête, la recherche d'un territoire toujours plus grand afin d'affirmer une puissance impériale digne de ce nom. Et puis, dans les Balkans, outre l'Empire ottoman, il y a également des petites puissances, des petits pays, Serbie, Monténégro, Grèce et Bulgarie, qui souhaitent également récupérer certains de leurs territoires qui leur ont jadis appartenu. Et ce sont ces guerres balkaniques qui préfigurent la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ce sont dans les Balkans qu'il y a eu l'assassinat de François Ferdinand de Habsbourg. Donc l'héritier ainsi que sa femme Sophie sont en visite à Sarajevo. C'est en Bosnie. Or, la Serbie souhaite créer une grande Serbie qui regroupe toutes les populations serbes, c'est-à-dire qui regroupe toutes les populations serbes qui font partie de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire austro-hongrois. Or, l'Autriche-Hongrie, elle, est soutenue par l'Allemagne, par le jeu des alliances. Donc en fait, à cause de ces jeux d'alliances, à cause de cette volonté de conquête territoriale depuis tous les côtés, eh bien, l'assassinat de François Ferdinand de Habsbourg est vu alors évidemment comme une provocation. Or, les provocations sont le pire ennemi de la diplomatie, et c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle une escalade diplomatique entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Et la Serbie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie le 28 juillet 1914. Donc pour le moment, c'est juste une guerre entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois. Mais, comme je vous l'ai dit, avec le jeu des alliances, et en même temps la certitude que ces grandes puissances européennes, c'est-à-dire Empire allemand, Empire austro-hongrois, et ensuite de l'autre côté la triple entente, comme ces alliances et ces pays sont certains de leur supériorité militaire, eh bien ces pays se lancent dans une course à la mobilisation militaire, c'est-à-dire une course à la mobilisation de nouveaux soldats, et se précipitent dans une guerre de mouvement. Il y a plusieurs phases de la guerre dans la Première Guerre mondiale. D'abord une guerre de mouvement, puis ensuite une guerre de position, que l'on connaît mieux puisque c'est celle des tranchées. Donc à partir du mois d'août 1914, toutes les grandes puissances européennes, reliées entre elles par les différentes alliances, triple entente, triple alliance, s'entraînent dans une guerre de mouvement qui est alors extrêmement meurtrière. Et c'est surtout une guerre de mouvement, c'est-à-dire des armées l'une en face de l'autre qui se battent entre elles. Et c'est une guerre de mouvement très meurtrière parce qu'on est persuadé que la guerre sera courte. Et en plus, la majorité des soldats sont de simples civils qui ont été mobilisés. Donc c'est le titre du grand B, les illusions d'une guerre courte. Vous voyez le départ des Français en train, ce grand sourire qui est visible régulièrement sur toutes les photos contemporaines. Mais si les civils sont persuadés que ce sera une guerre courte, c'est aussi parce que les dirigeants politiques sont persuadés que cette guerre sera courte. Elle sera courte et en plus elle sera victorieuse. Parce que les grands chefs militaires français ont élaboré des plans militaires qui sont persuadés d'être extrêmement efficaces. Donc la guerre sera courte, les soldats sont mobilisés parmi les civils, et les grands chefs militaires mettent en plan des différents plans. Donc côté allemand, c'est le plan Schlieffen, qui prévoit de vaincre la France en un mois, avant de se retourner contre les Russes. Donc de commencer d'abord sur un front ouest, puis ensuite, une fois qu'il sera victorieux, de se retourner à l'est pour combattre les Russes. En plus, côté français, il y a le plan 17 qui projette d'attaquer l'Allemagne par l'Alsace et la Moselle. Toujours ces mêmes départements.
Donc je répète, d'un côté le plan Schlieffen et de l'autre côté le plan 17 pour les Français. Dans tous les cas, il y aura forcément une confrontation entre la France et l'Allemagne, peut-être du côté de l'Alsace et la Moselle pour la France, plus probablement vers les Ardennes pour les Allemands. Premier point de passage et d'ouverture, 1914, Tannenberg et la Marne. Alors vous comparez les batailles de Tannenberg et de la Marne en suivant le plan. Grand 1, deux fronts européens, un à l'est, un à l'ouest. Grand 2, la stratégie militaire qui est employée par chacune des deux armées ennemies. On vient d'en toucher quelques mots. Grand 3, le bilan humain, moral et militaire de chacune de ces batailles. Pour comparer ces deux batailles, c'est souvent le tableau qui est préconisé, afin de mettre en évidence ces différentes parties, les fronts, la stratégie militaire et le bilan. La correction sera donnée en fin d'heure. Vous appuierez sur les documents, page 258 du livre scolaire. Nous sommes donc en 1914, en août 1914. La Russie attaque l'Allemagne à l'est, à Tannenberg, et l'Allemagne attaque la France à l'ouest, dans la Marne. Les deux batailles sont donc à comparer dans le tableau que vous ferez. Je vous demande donc de le faire maintenant et de reprendre la vidéo une fois que votre tableau sera terminé. Alors, pour la suite du cours. Après la victoire française due à la contre-offensive du général Joffre, chef de l'armée française, il y a ce qu'on appelle une course à la mer, c'est-à-dire que l'armée allemande et l'armée française tentent, mais sans succès, de se prendre à revers jusqu'à la Manche. Donc les deux armées s'enlisent petit à petit dans le nord de la France, entre la Manche et les Ardennes. C'est ce qu'on appelle la stabilisation du front, et surtout le début de la guerre de position. Donc d'abord, c'était dans la première partie, les 3 premiers mois de la guerre de 14, c'est d'abord une guerre de mouvement, c'est-à-dire que les armées se meuvent, elles se déplacent, elles bougent. Et puis, face à l'échec après la Marne, l'échec de la course à la mer, les deux armées s'enlisent et commencent à creuser des tranchées. De plus, elles manquent de munitions. Donc c'est pour ça que ces tranchées, ces fossés longs et étroits creusés dans le sol permettent de se cacher, de ne pas être à la merci des armes ennemies. Ça sert évidemment à consolider leur position. S'il y a une tranchée française, les Allemands ne pourront pas passer, ou du moins difficilement. Donc la guerre de position, c'est la stabilisation du front par un système défensif de tranchées, qui bloque donc les offensives de l'ennemi. Vous comprenez bien ? Les tranchées consolident les positions, donc c'est de la défense, c'est absolument pas de l'offensive. Le front de l'Ouest, donc, se stabilise le long d'une ligne de 700 km, depuis la frontière suisse à la mer du Nord. Et cette phase de la guerre est la plus longue de la guerre, puisqu'elle commence en août 14 et elle dure jusqu'en 18. Sur le front de l'Est, donc de l'autre côté, les espaces sont tellement immenses qu'il est à appréhender de manière bien plus différente que le front de l'Ouest. Donc les armées allemandes et russes ne peuvent pas consolider leur front et leur position grâce aux tranchées. C'est au contraire beaucoup plus d'offensives sur le front de l'Est. Les armées sont donc plus mobiles. Dernière partie, grand C, la mondialisation de la guerre. Je vais vous montrer des recrutements de soldats dans les empires coloniaux, qui ont été, vous le savez donc, créés, récupérés au XIXe siècle, puis ensuite l'extension mondiale du conflit. Donc dès 1914, nous avons vu que la mobilisation était générale. Tous les hommes français sont engagés dans cette guerre, sont mobilisés pour cette guerre. Tous les hommes français de métropole, mais aussi donc des empires coloniaux. À cet égard, il y a une différence d'uniforme selon le pays d'origine et les coutumes du soldat. À cet égard, vous pouvez voir donc que les soldats qui viennent d'Afrique, l'armée d'Afrique, reprend certains thèmes, certains vêtements qui sont propres à leur culture. À propos d'uniforme, petite parenthèse, vous le savez sûrement, en 1914, les soldats français avaient revêtu le très beau uniforme des fantassins français, hérité de la guerre de 70, avec un beau pantalon rouge, un manteau bleu et un képi rouge. Évidemment, il est très facile et très aisé de porter cet uniforme lors d'une guerre de mouvement, puisqu'ainsi ça permet de mieux voir votre ennemi, de mieux voir vos hommes. Or, à partir du moment où il y a une guerre de tranchées, une guerre de position, où il s'agit de se cacher de l'ennemi pour essayer de récupérer ses tranchées, le rouge devient une couleur épouvantablement voyante et donc potentiellement meurtrière pour ceux qui le portent. C'est ainsi que dès la fin de l'année 1914 au début de 1915, l'uniforme français change pour opter pour ce qu'on appelle un bleu horizon,
il est beaucoup plus adapté que l'ancien uniforme. Parce que le pantalon marron et puis bleu horizon est beaucoup plus discret, évidemment. Face à l'armée française, les Allemands ont un uniforme kaki avec le fameux casque à pointe, qui est également hérité de la guerre de 1870. Vous vous souvenez peut-être des peintures et des gravures de Bismarck qu'il portait, et qui avait pour but, en confrontation directe, de foncer dans son ennemi tête baissée, et pour ensuite l'emmancher. Fin donc de la parenthèse sur les uniformes. Nous en sommes donc à la mondialisation de la guerre. Dès 1914, les empires coloniaux sont engagés. Le Royaume-Uni et la France mobilisent des soldats de leurs différents empires coloniaux. On en compte 600 000 pour la France et surtout 2,7 millions pour le Royaume-Uni. Vous imaginez ? Donc non seulement les puissances coloniales récupèrent des hommes, mais ils récupèrent également des ressources d'Afrique, d'Asie, d'Océanie. Ces ressources ont évidemment de quoi construire des armes, de quoi construire du matériel, etc. Très rapidement, cette guerre qui avait commencé dans les Balkans s'est élargie jusqu'au front de l'Ouest, jusqu'au front de l'Est, et puis rapidement, des combats ont lieu hors d'Europe. Dès août 1914, les troupes britanniques et les troupes françaises occupent une colonie allemande en Afrique. En effet, il n'y a pas que le Royaume-Uni et la France qui s'occupent de leurs empires coloniaux et qui les intègrent dans la guerre, il y a également la Triple Alliance. Donc, dès août 1914, les troupes britanniques et françaises occupent une colonie allemande en Afrique, le Togo. En mer, les Britanniques mettent en place ce qu'on appelle un blocus naval. C'est le déploiement d'une flotte pour bloquer l'accès aux côtes d'un pays. En fait, un blocus, c'est comme un siège, mais à l'échelle navale. Donc, les Britanniques mettent en place un blocus naval des côtes allemandes à partir de 1914. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. C'est-à-dire que l'Allemagne ne peut plus avoir accès à son empire colonial. Dans cette mer, du Nord donc, plusieurs combats navals opposent les Britanniques et les Allemands. C'est ce qu'on appelle la première bataille de l'Atlantique. Dernière chose, il y a également des États qui ne sont pas européens qui rentrent petit à petit en guerre. En août 1914, le Japon entre en guerre aux côtés de la Triple Entente pour mettre la main sur les colonies allemandes en Asie-Pacifique. Le Japon est donc du côté des Français du Royaume-Uni, contre les Allemands, pour récupérer les colonies allemandes en Asie-Pacifique. En novembre 1914, l'Empire ottoman s'engage avec les empires centraux, situés alors 2-3 empires, sachant que l'Italie a rejoint la Triple Entente. L'Empire ottoman s'engage avec les empires centraux pour s'emparer des îles de la mer Égée. Pourquoi ? Toujours pour récupérer des territoires qui ont été perdus lors des différentes guerres précédentes. Donc en fait, la guerre de 1914 est à la fois un revirement avec l'époque moderne, c'est vraiment le début d'une guerre qu'on appelle moderne, et à la fois, elle est basée sur toutes les grandes notions, les grandes valeurs qui ont fait le 19e siècle, notamment les grandes colonies et les conquêtes territoriales. Donc, la guerre s'étale en Europe, mais aussi hors de l'Europe. Le Japon d'une part, l'Empire ottoman d'autre part, dirigé par le sultan Mehmed V, et ce sultan appelle tous les musulmans au djihad, donc la guerre sainte. C'est un devoir moral et politique de chaque musulman de l'Empire. Et ainsi, le sultan espère fragiliser ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très nombreux musulmans dans les différentes colonies des Français et des Britanniques. Or, un musulman a un devoir moral, religieux, du djihad. Donc, le sultan espère que les musulmans qui sont dans une colonie française ou britannique vont plutôt écouter, on va dire, leur côté religieux, leur islam, plutôt que leur colonisateur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça ira pour vous et je vous dis à demain. Bonne journée.